Ok, bienvenue pour la troisième petite capsule de rappel pour le cours ACT 6100. Donc, on est sur ces compléments de maths. Donc, on avait revu un petit peu les normes, les distances, les produits scalaires. Ensuite, on avait parlé un petit peu d'algèbre linéaire, de matrice en tant qu'application. Donc, j'avais parlé un petit peu des rotations, des projections, qui sont deux applications très importantes qu'on va utiliser par la suite. Euh, Là, je vais continuer sur une petite extension qu'on avait ouverte sur la fin, qui était quand je vous avais parlé un petit peu du rang. On avait parlé d'un objet qui était les valeurs propres. Donc, je vais revenir sur des objets que vous connaissez, qui sont les valeurs propres et les vecteurs propres, quand on est sur des matrices carrées. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Hop. OK. Donc, valeurs vecteurs propres, donc en anglais eigenvalue pour les valeurs propres, eigenvector pour les vecteurs propres. Donc, je vais essayer de vous définir un petit peu ça dans cette série de slides, en commençant par un terme dont j'ai parlé déjà beaucoup depuis le début, parce que c'est quelque chose d'assez fondamental, c'est la notion de matrice définie positive. Okay. Donc, quand, je définissais des objets, donc je vous parlais d'objets qui sont positifs, je n'avais jamais défini clairement le terme, mais on va voir un petit peu tout de suite ce que c'est. Donc, une matrice va être dite euh, semi-définie si pour tout élément, alors une matrice réelle carrée, okay, donc on est essentiellement sur les matrices carrées dans cette section. On verra comment généraliser du carré au rectangle par la suite. Mais dans cette série, dans cette capsule, on est exclusivement sur les matrices carrées. Donc si vous avez une matrice carrée n, vous prenez n'importe quel vecteur, forcément j'ai fait une faute de frappe, de dimension n n'est pas 0. Dans ces cas-là, un z transposé mz doit être positif ou nul. Okay, donc c'est ce que je noterai M positif ou nul, c'est le fait que pour tout vecteur Z non nul, Z transposé MZ doit être positif. Okay, donc ça c'est semi-défini positif, semi-défini, okay, et ce sera défini positif, semi-défini positive et positive défini positif, ce sera le fait que on sera strictement positif dès lors qu'on est non nul. D'accord. Donc petit point important, ça va être très lié aux notions de valeur propre. Donc, défini positif voudra dire que toutes les valeurs propres sont strictement positives. Donc, je vais juste revenir un tout petit peu sur ce que veut dire cette géométrie des matrices définies positives. Pourquoi? Parce que ça intervient en fait quand on fait l'optimisation. Quand on fait de l'optimisation, on est sur, enfin, je vous rappelle, en dimension 1. Donc, on va s'intéresser aux endroits où la dérivée va s'annuler. Okay, puis, je regarde la dérivée seconde, et la dérivée seconde, elle doit être négative pour me dire que je suis sur un maximum. Donc, ma dérivée est négative, par exemple, pour le maximum de ma vraisemblance. Okay, mais en dimension plus grande, c'est plus compliqué. Donc, comment est-ce que je sais que je suis sur un maximum ou sur un minimum? C'est ce qui est indiqué sur les dessins qui sont en dessous. Alors, on en sait un peu plus en regardant là. C'est que si jamais je m'intéresse, donc vous prenez un point Z pour coordonner x, y et que j'essaie de travailler, je représentais la surface Z transposée MZ, je récupère en gros les 4 cas qui sont ici. Okay, le premier cas qui est à gauche, c'est le cas où la matrice M est définie positive. Okay, donc c'est le cas par exemple de la matrice identité. La matrice identité est définie positive. Okay, vous pouvez faire le produit, mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, pour tous les points, on est effectivement positif. Pourquoi? Parce que j'ai cette belle parabole qui va s'annuler en 0. Mais dès lors que je quitte le point 0, 0, dans ces cas-là, je suis strictement au-dessus. Donc pour tous les points, je suis au-dessus. Et donc, à partir du moment où je m'intéresse à cette fonction-là, cette fonction quadratique, elle admet un minimum en 0, 0. Okay, et 0, 0, c'est précisément le point pour lequel ma dérivée est nulle et je me retrouve avec cette belle parabole en dimension 2. Au contraire, si ma matrice est définie négative, okay, dans ces cas-là, ça veut dire que mon produit ici, donc ma forme quadratique, va être toujours négative. Okay, donc, matrice définie négative, c'est le fait que je suis sur un maximum et non plus sur un minimum. Et après, on a deux cas très particuliers, un peu problématiques, qui sont ces deux cas-là. Le premier, c'est le cas où la matrice elle est ni définie, ni positive, ni négative. Okay, et ça dépend dans quelle direction vous arrivez. Donc, il y a un endroit pour lequel vous serez sûrement maximum. Donc, c'est ce qu'on observe ici. Donc, si jamais je montais dans cette direction-là, j'obtiens le maximum en 0, 0. Par contre, si jamais je suis dans l'autre direction, je suis sur un minimum. Okay, donc, on est sur cette espèce de point sel. Okay,
en 0, 0. Donc, quand vous avez une matrice qui est non définie, donc en l'occurrence, quand on regardera les valeurs propres, c'est qu'il y en a une qui est positive, une qui est négative. Dans ces cas-là, on va se retrouver avec un point sel. Donc, on n'a pas. C'est vicieux parce que ça peut ressembler à une espèce d'optimum. Effectivement, la dérivée, elle est nulle ici en 0, 0, en 0, 0. Sauf que ma matrice, elle me dit que ce n'est pas un maximum, mais ce n'est pas non plus un minimum, c'est un point sel. Okay. Le cas de droite, c'est le cas où j'ai une matrice qui est de rang 1. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une des valeurs propres est égale à 0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une direction suivant laquelle donc je suis positif, okay, mais je ne suis pas défini dans le sens où il existe une infinité de solutions pour lesquelles je vais être nul. Voilà. Donc 0 va être valeur propre et associé à cette vecteur propre qui sera cette direction-là. Voilà. Donc ça, ces histoires de défini positif, c'est très lié à ces histoires de forme quadratique. Okay, et c'est très très lié à nos problèmes d'optimisation. Donc dès qu'on fera de l'optimisation, on verra réapparaître ces matrices définies positives si on a de la chance. Okay. Donc à partir du moment où j'ai défini la notion de défini positif, je vais peut-être aller un peu plus loin parce que depuis le début, je vous parle de valeurs propres et de vecteurs propres. Je vais quand même vous les définir proprement. Donc encore une fois, je suis sur des matrices carrées. Okay. Donc si vous avez une matrice carrée NN, lambda serait une valeur propre associée au vecteur propre U, non nul, si MU est égal à lambda U. Okay. Donc M, encore une fois, il faut le penser comme étant une application. Donc c'est une fonction qui me permet de transformer mon nuage de points. J'ai une matrice NN. Donc techniquement, c'est que vous avez des points dans l'espace Rn que vous avez transformés en d'autres points dans l'espace Rn. Donc vous restez dans le même espace, en fait. Les matrices carrées, ça veut dire que c'est juste que vous transformez des données, mais vous êtes fondamentalement dans le même espace. Okay. Donc je ne bouge pas dans mon espace, mais ce que ça me dit, c'est que si jamais j'étais sur. Je prends mon vecteur U, donc j'ai un vecteur dans cette direction-là. Les points qui sont dans cette direction-là, si jamais je leur applique ma transformation, ils vont toujours rester dans cette dimension-là. La seule chose, c'est qu'ils vont soit être étirés, soit au contraire être compressés. Donc soit mon lambda était positif, et plus grand que 1, dans ces cas-là, je vais l'étendre, soit au contraire, plus petit que 1, je vais le compresser, voire le cas un petit peu pénible, c'est le cas 0. Dans ces cas-là, je vais renvoyer mes points sur 0. Donc typiquement, ce qu'on aurait si j'avais une projection. Donc si jamais j'ai une projection orthogonale à mon vecteur U, dans ces cas-là, mon lambda vaut 0, puisque je renvoie tout sur 0. Okay. Donc on voit apparaître un petit peu le fait que quand on a une matrice de projection, il y a sûrement des valeurs propres en 0. Et quand est-ce qu'on va aller dans 0? Quand on est orthogonal à l'espace de projection. Okay. Donc une matrice, un vecteur propre, une valeur propre sont fondamentalement caractérisées par cette équation. Quand vous avez une matrice M, si MU est égal à lambda U, alors lambda est valeur propre associée au vecteur propre U. Okay. Il faut juste que U soit différent de 0. C'est juste qu'on lui demande, parce que sinon c'est facile. 0, 0, c'est un vecteur propre pour n'importe quelle valeur propre. Donc ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est pour un vecteur non nul, est-ce que je peux trouver des lambdas tels que MU est égal à lambda U. D'accord? Alors, il s'avère que quand on est non plus juste sur des matrices NN symétriques, pardon, des matrices NN, mais en plus on rajoute la propriété de symétrie, alors dans ces cas-là, on peut montrer qu'il y a un N valeur propre réelle. Okay. Donc ça va être intéressant, mais ça correspond au fait qu'on ait une matrice symétrique. Si vous avez une matrice qui n'est pas symétrique, c'est possible qu'on ait des valeurs propres complexes. Okay. Donc c'est une parenthèse que je vais m'empresser de fermer. Je crois que j'ai prévu dans un slide de vous montrer que des fois on a des nombres complexes qui apparaissent, donc ça, il faut que vous les reconnaissiez. Mais encore une fois, dans tout ce qu'on fera, on essaiera d'avoir ces matrices symétriques. D'accord? Donc je vous expliquerai comment, mais on va toujours travailler sur ces choses-là. Plus intéressant, et on l'avait évoqué un petit peu avec Graham Schmidt, si jamais vous avez une matrice qui est symétrique, non seulement vous avez n valeurs propres réelles, mais en plus, vous pouvez montrer qu'il existe des vecteurs propres qui sont orthonormés. Donc, qui sont orthogonaux et qui sont de norme 1. Donc ça va être important parce qu'en fait, ça vous donnera des vecteurs propres qui vont vous définir une nouvelle base dans Rn. Donc en fait, au lieu d'avoir les points qui sont dans la base standard x, y, z, on va pouvoir changer pour se retrouver dans une autre base orthogonale, mais peut-être plus intéressante. Okay. Et ça, c'est ce qu'on fera quand on essaiera de trouver la meilleure projection possible, quand on fera l'ACP, c'est de dire ma base de départ qui me disait que ça, c'était la dimension avec le taux de délinquance dans un quartier, le nombre d'incendies, le niveau d'illettrisme, etc. Ça ne m'intéresse pas trop. Pour voir mes points, je vais changer mon espace, je vais faire une rotation un petit peu tordue, et peut-être que je vais juste projeter sur deux composantes principales, les deux premières, on verra, et ça me donnera quelque chose qui est intéressant. Okay. Qu'est-ce que j'ai comme interprétation sur les valeurs propres? Alors, on les ordonnera toujours. Donc, lambda 1 sera toujours la plus grande valeur propre.
Okay, et lambda n sera aussi sera la plus petite. Donc ce qu'on peut montrer, en fait, c'est que lambda 1, c'est le maximum de la valeur que prend votre forme quadratique à partir du moment où vous êtes sur des vecteurs de norme 1. D'accord. Lambda n, c'est au contraire la plus petite valeur de la forme quadratique à partir du moment où vous êtes sur de norme 1. Okay. On verra toutes ces choses-là quand on fera des applications, quand on fera de la CP. Mais voilà, je préférais vous en parler un petit peu dès maintenant. Donc, je vais juste vous montrer sur des exemples comment ça se fait cette décomposition. Donc, ce qu'on appelle la décomposition spectrale, c'est ça. C'est de récupérer ces lambda et ces U. Donc, je les ai avec cette fonction eigen sous R. Donc, ici, je vous prends une matrice M, encore une fois, 2, 2. Okay. Donc, c'est en l'occurrence 1, 2, 3, 4. Okay, qui est une matrice carrée, mais qui n'est pas symétrique. D'accord. Donc, si je regarde les valeurs propres, j'obtiens 5.37 et 0.37. OK. Petit élément d'information, mais ça, on le verra par la suite. Quand je fais la somme des deux, vous devez voir que ça fait quelque chose d'un petit peu particulier. La somme des deux, ça fait 5. Et en fait, ce 5, ça correspond à la trace. Ça correspond très exactement à 1 plus 4. C'est-à-dire les deux valeurs qui étaient sur la diagonale. Okay. Ça, c'est une propriété qu'on aura tout le temps. Okay. Donc, quand vous avez des matrices carrées, dans ces cas-là, il y a une propriété qui vous dit que la somme des valeurs propres doit correspondre à la trace de votre matrice et donc à la somme des termes diagonaux de votre matrice. Donc voilà mes deux valeurs propres et j'ai mes deux vecteurs propres qui apparaissent juste après. Donc les values, c'est vos valeurs propres, les vectors, ce sont vos deux vecteurs propres. Donc ici, j'ai mon premier vecteur, mon vecteur U1, et ici, j'ai mon vecteur U2 qui apparaît juste après. D'accord. Donc, histoire d'illustrer, je vous ai défini les deux. Donc, j'ai pris mon vecteur L et mon vecteur P. L1, ça va être ma première valeur propre, ça va être la plus grande. C'est ce 5.37. Et la deuxième, L2, ce sera le moins 0.37. P, crochet, virgule 1, c'est mon premier vecteur propre. Okay. Donc, on peut regarder vite fait. Si jamais je fais MU, donc c'est M fois P1, je tombe sur cette valeur-là. Si vous regardez attentivement, si jamais je fais L1 fois mon vecteur U, je tombe aussi sur la même valeur. Okay. Donc le fait que j'ai les mêmes valeurs, ça veut bien me dire qu'effectivement, MU1 est bien égal à lambda U1. Okay. La décomposition, est-ce qu'elle est unique? Elle est quasiment unique, dans le sens où j'ai quand même un petit degré de liberté, c'est qu'éventuellement j'aurais pu prendre U1, enfin j'ai pris U1 ici, mais je pourrais prendre moins U1. Okay. Donc c'est juste, alors ça, ce sera un problème dont on parlera dans la CP, c'est qu'en fait, des fois, les représentations graphiques vont être des images miroirs l'un de l'autre. Donc peut-être que quand vous ferez tourner vos codes sur mes données, vous n'aurez peut-être pas forcément la même chose que dans mes graphes, mais on a fondamentalement ce problème du fait qu'elle n'est pas unique. Elle est quasiment unique parce qu'on a forcé les vecteurs ici à être des vecteurs de norme 1. D'accord. Donc si jamais vous regardez la norme de ce vecteur, vous verrez que la norme euclidienne est égale à 1. Donc 0.56 au carré plus 0.82 au carré, ça fait bien 1. D'accord. Donc c'est bien un vecteur qui est de norme 1. D'accord. Mais la seule chose, c'est que je pourrais très bien prendre ici les deux valeurs avec. Pardon, ici, je pourrais très bien prendre plus et plus, ça me donnerait exactement la même chose. Okay. Je ne sais pas pourquoi il prend moins, je pense que c'est dans son algorithme d'orthogonalisation qu'il va le chercher. Voilà. Je peux faire la même chose sur le deuxième. MU, c'est celui-là. Okay. Donc, j'ai ce 0,33 moins 0,15. Quand je fais lambda 1 fois U2, j'obtiens ce 0,33, 0,15. Donc là encore, j'ai la même chose. Okay. Donc ça, c'est intéressant. D'accord. Donc on retrouve bien le fait que j'ai bien des valeurs propres. Alors, petite précision, certes, ils sont normés, mais ils ne sont pas orthogonaux. D'accord. J'ai jamais dit qu'on pourrait être orthogonal. J'ai dit si jamais la matrice est symétrique, alors je peux vous trouver des vecteurs propres qui sont orthogonaux. Mais en l'occurrence, ici, ils ne le sont pas. D'accord. Donc quand vos matrices ne sont pas symétriques, dans ces cas-là, vous n'avez pas forcément de base, de vecteurs propres orthogonaux. Petit exemple particulier qui est en fait celui qu'on abordait il n'y a pas très longtemps. Je vais prendre mon vecteur U qui était mon vecteur cosinus pi sur 6, sinus pi sur 6. Alors, je crois que tout à l'heure, je l'avais fait avec pi sur 3, cosinus pi sur 3, sinus pi sur 3. Mais disons que je me définis un vecteur et je définis la matrice de projection sur ce vecteur. Okay. Donc, j'ai un vecteur U, je définis ma matrice X comme étant la matrice avec ce vecteur U, et je définis ensuite ma matrice M comme étant X, X transposé X moins 1, X transposé. Si jamais je regarde les valeurs propres associées, je récupère deux valeurs propres qui sont très particulières, qui sont 1 et 0. Alors, en fait, on peut montrer effectivement qu'une matrice de projection a seulement deux valeurs propres possibles, c'est 1 ou 0. Okay. Combien de fois est-ce que j'aurai des zéros? J'aurai des zéros
autant de fois que ça va être lié à ma dimension de l'espace sur lequel je projette. Okay. Ici, je projette sur un espace de dimension 1, je projette sur une droite. Dans ces cas-là, j'ai une fois 0. Si jamais j'étais en dimension 3, que je projetais sur un plan, dans ces cas-là, on pourrait montrer que ma valeur propre 0, elle apparaît 2 fois. J'aurai 1, 0, 0. Okay. Donc 1, c'est lié à quoi? Ben, c'est essentiellement lié au fait que si jamais je suis déjà dans l'espace dans lequel je veux projeter, ben dans ces cas-là, quand je reprojette, je tombe sur la même chose. Donc assez naturellement, la projection appliquée à U, ça va me donner U. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est que soit ça me donne 0 parce que je suis orthogonal, soit ça me donne la même valeur parce que je suis dans l'espace de départ, de l'espace d'arrivée, de projection. Okay. Et petit point intéressant, si jamais vous regardez le vecteur numéro 1, ben en fait, c'est au signe moins près, mais je vous ai dit le signe, je ne peux rien y faire, c'est les composantes du vecteur U. Donc effectivement, ici, je retrouve le cosinus de pi sur 6 et le sinus de pi sur 6. D'accord? Donc on retrouve bien le fait que le vecteur propre associé à l'espace dans lequel je projette, c'est le vecteur U, d'accord? Le vecteur U1. Donc je projette sur mon vecteur U fondamentalement. Donc si jamais je partais du vecteur U et que je projette dessus, ben, je reste sur U. Okay. Si jamais je suis orthogonal, ben dans ces cas-là, je vais avoir 0. Donc on comprend parfaitement cette histoire de 1 et de 0. Et ça sera encore plus explicite quand on commencera à faire la décomposition spectrale. Petit exemple, une matrice symétrique. 1, 3, 3, 1. Donc j'ai 1 sur ma diagonale, 3 sur l'autre diagonale. Okay. Dans ces cas-là, mes valeurs propres, c'est 4 moins 2. Okay. Donc ma matrice, elle n'est pas définie positive. Okay. Elle n'est pas définie négative non plus, elle est indéfinie, mais peu importe. Okay. J'ai mes deux valeurs propres, 4 et moins 2. Alors, là aussi, si vous sommez les deux, 4 moins 2, ça fait 2. Et 2, comme par hasard, c'est 1 plus 1. Okay. Pas comme par hasard. Ce n'est pas du hasard. Si je vous le fais à tous les coups, c'est que derrière, il y a un théorème général. Okay. Donc, effectivement, la somme des valeurs propres correspond à la trace de la matrice, c'est-à-dire la somme des termes diagonaux. Donc, je récupère cette valeur propre 4 et moins 2. Donc, 0 n'est pas valeur propre. Donc, cette matrice, je peux même vous dire qu'elle est inversible, par exemple. Mais elle n'est pas définie ou pas positive. Okay. Par contre, quand vous regardez vos vecteurs propres, donc ici j'ai mes vecteurs propres, alors sauf erreur, 0.707, ça doit être racine de 2 sur 2. Donc j'ai racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc en fait, mon plan qui était au départ xy, je le décale de 45 degrés. Okay. Donc c'est ça en gros que ça nous raconte. Okay. Donc mon premier vecteur, ça va être suivant cet axe, 0,47. Et l'autre, bah, ça va être moins 0,47, 0,47, donc ça a du sens. Et on peut noter que quand vous regardez la matrice P associée, bah, dans ces cas-là, P transposé P, mais c'est aussi P transposé, c'est l'identité. Donc j'ai bien le fait que ces deux valeurs propres, elles sont non seulement de norme 1, mais en plus elles sont orthogonales. Donc effectivement, comme ma matrice ici est symétrique, dans ces cas-là, mes deux valeurs propres sont orthogonales. Okay. Donc ça, c'est lié à cette histoire de décomposition spectrale. Donc je vous donne directement le théorème. Encore une fois, je vous renvoie à vos cours d'algèbre pour la raison profonde de cette chose-là, mais on vient juste de voir que ça marchait. Okay. Si jamais vous avez une matrice symétrique réelle, donc réelle, ce sera implicite parce qu'on a toujours des nombres, okay, un carré NN, alors dans ces cas-là, je peux toujours la décomposer, donc quand on est symétrique, sous la forme suivante. M, ça sera P dP-1, okay. Ou alors le P-1, ça sera aussi P transposé, ou P est une matrice orthogonale, donc dans certains livres, on va vous dire que c'est une matrice de rotation, okay, qui sont en fait les vecteurs propres associés à votre décomposition de la matrice M. Et la matrice D qui se trouve au milieu, c'est la matrice diagonale qui va contenir toutes les valeurs propres associées à M. Okay. Donc en fait, la décomposition que je faisais tantôt, qui va me renvoyer tout simplement mes lambda, mes lambda, je vais les mettre dans ma matrice D sur la diagonale. Mes vecteurs propres, je vais les mettre dans P. Et ce qu'on peut montrer, c'est que quand vous faites ce produit, P dP-1, dans ces cas-là, vous retombez sur la matrice M. Okay. Donc, ce qui peut aussi s'écrire de la manière suivante, c'est que si jamais vous écrivez vos vecteurs propres dans votre matrice, okay, dans ces cas-là, votre matrice M va s'écrire comme la somme des lambda I en UI, UI transposé. Okay. Donc, je vais juste vous le reprouver. Donc ici, j'ai pris mes deux matrices que j'avais étudiées pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 3, 1. La décomposition spectrale, elle marche tout le temps. La seule chose, c'est que ma matrice, elle n'est pas de rotation quand je suis dans un cas
non diagonale. Donc, c'est ce qu'on avait eu tantôt sur la partie de gauche, hein. Ici, ma matrice n'est pas symétrique. Okay, mais si jamais je regarde PD, P-1, dans ces cas-là, je tombe sur 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire fondamentalement la matrice M. Okay. Alors, ça a marché en prenant P-1. Ce que je vous disais juste, c'est que si jamais j'ai effectivement une matrice orthogonale, dans ces cas-là, P-1, c'est aussi un P transposé. D'accord. Et c'est ce qu'on obtient sur la partie de droite. Donc, sur la partie de droite, j'avais des matrices qui étaient orthogonales. Mes deux vecteurs propres sont orthogonaux. Et quand je fais mon PD P-1, dans ces cas-là, je retombe là aussi sur ma matrice de départ. Okay. Donc, c'est ça qu'on appelle la décomposition spectrale. C'est le fait qu'une matrice carré, je vais pouvoir l'écrire comme du P d P-1. Okay, et si votre matrice est symétrique, dans ces cas-là, P va être une matrice de rotation. Donc c'est ce cas-là qui va nous intéresser, donc on parlera exclusivement de ça. Alors à quoi ça va me servir? Je vais juste vous faire une toute petite introduction à la CP, mais juste avec les mains et dans un contexte un tout petit peu différent. Ça peut être utilisé pour faire de l'approximation de matrice. C'est que, par exemple, ici, j'ai une matrice M, qui est cette matrice 1, 3, 5, 2, 7, 3, 1, 5, 7. Je peux faire sa décomposition spectrale. Okay, cette matrice, elle n'est pas symétrique, mais je peux quand même faire sa décomposition spectrale. Donc, j'ai une matrice ici qui est cette matrice P-1. Donc, c'est l'inverse de cette matrice-là. Okay. Ici, j'ai mes 3 valeurs propres. Comment est-ce que je fais pour faire une approximation de cette matrice? Ben, c'est facile, je garde la matrice P, je garde ma matrice P-1 à droite. La seule chose, c'est que je vais changer un petit peu ma matrice diagonale. Et donc, ma matrice diagonale, au lieu d'avoir mon 0,55, je vais dire que c'est 0. Okay. Et dans ces cas-là, ça va me donner une matrice qui est un petit peu particulière, donc c'est cette matrice M'. Donc, ce qu'on peut montrer, et je ne ferai pas de démonstration, je vous le dis juste, mais on reviendra là-dessus en particulier quand on fera peut-être un petit peu de réseau de neurones. Par exemple, quand on fera les auto-encodeurs, c'est ça qu'on va un petit peu utiliser. Quand j'ai une matrice M, je peux la transformer en cette matrice M'. Donc la matrice M', elle est très particulière. C'est la matrice M la plus proche de la matrice. C'est la matrice de 3,3 la plus proche de M qui soit de rang 2. Okay, donc je spécifie combien je mets de 0. Okay, donc ça me donne une matrice ici qui est de rang 2. Okay, ben, ce qu'on peut montrer, c'est que la matrice que je viens de construire, donc cette matrice est effectivement de rang 2. Vous pouvez faire le calcul. Il y a une des colonnes qui peut s'écrire à partir des deux autres. Et en fait, cette matrice-là, c'est la plus proche de la matrice de départ qui soit de rang 2. D'accord, pour une norme, pour la norme de Frobenius sur les espaces de matrices. Okay, donc c'est une manière très très simple en fait de faire de l'approximation numérique. Okay, donc si jamais vous voulez approcher vos matrices, donc ça peut être un problème assez simple. Vous avez une énorme matrice de variance-covariance par exemple, vous voulez l'approcher par quelque chose de plus simple. Dans ces cas-là, vous faites votre décomposition spectrale. Les valeurs spectrales qui sont petites, vous les mettez à 0 et vous avez construit comme ça une matrice qui est proche de votre matrice de départ, okay, et qu'en plus vous pouvez contrôler par son rang. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on fera par la suite. Ça sera la base de la CP. Donc ça va me donner un nuage de points qui est très proche du nuage de départ. La seule chose, c'est que quand je le regarde uniquement dans les composantes 1 et 2, donc suivant ces deux premiers axes, donc idéalement, il faudrait que ce soit des matrices symétriques pour récupérer des projections dans des espaces orthogonaux. Dans ces cas-là, je vais récupérer une bonne projection, essentiellement parce que le nuage de départ, je ne l'ai quasiment pas déformé. Okay, voilà avec les mains un petit peu ce qu'on va faire par la suite. Donc c'est l'importance de cette décomposition spectrale. Okay, donc la décomposition spectrale, c'est l'histoire de valeurs propres et de vecteurs propres. Ça marche en dimension, pour des matrices de dimension carrée, okay, NN. Ce que je vais vous montrer juste après, c'est que je peux généraliser cette chose-là pour des matrices qui ne sont pas carrées. Okay, ça va être un petit peu plus tordu, mais ça va s'appeler donc la décomposition en valeur singulière. Okay, donc la décomposition en valeur singulière, c'est l'extension de cette approche-là dans le cas des matrices non carrées, ce qui va nous servir de base, puisque encore une fois, quand on fera de la manipulation de données, on n'aura pas forcément des matrices carrées. Okay, donc je vais m'arrêter là et on se retrouve après pour les notions de valeur singulière.